Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Dans l'invité du direct, professeur Nour Meddahi, bonjour, bienvenue. Bonjour Ihsan, merci Très pour l'invitation. Très content de t'accueillir à nouveau dans l'invité du direct. On avait convenu à la fin de l'année dernière d'étudier un peu de plus près les nouveautés de la loi de finances pour 2022. On n'a pas eu la possibilité de le faire sur le premier mois. La faute à Omicron en particulier. Est-ce que la volonté du gouvernement Ben Abdelrahman de réformer les subventions est à considérer sérieusement? On a eu cet article 188 qui introduit la possibilité de changer, de passer d'un mode de subvention dit universel à un mode ciblé. Comment toi, tu évalues cette démarche-là? On sait que la Banque mondiale a financé une étude pour évidemment réformer le système des subventions. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un peu le monstre du Loch Ness dans les politiques publiques en Algérie. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sérieuses, entre guillemets, débutent. Mais en même temps, ça n'a pas l'air d'être plus précis que cela. C'est une déclaration de principe, essentiellement. Oui, bonjour. Oui, effectivement, les subventions sont un sujet récurrent depuis plusieurs années. On en parle déjà depuis 2011-2012, mais ça a été retardé. Et là, il y a eu clairement des études qui ont été faites depuis plusieurs années par les services du ministère des Finances. Manifestement, c'est ce qui a été annoncé. Et donc, la loi de finances, maintenant, avec l'introduction de l'article 188, permet d'aller plus loin. Mais l'article dit bien qu'il faut faire des mécanismes, définir qui est-ce qui va en profiter, comment, et ça doit revenir à l'Assemblée pour vote. Donc, après, il y a eu, bon, évidemment, c'est un sujet très sensible, et donc il y a eu beaucoup de déclarations politiques assez chaudes, je vais dire. Et on a eu l'impression que le président a mis peut-être un frein à cela. Donc, je ne sais pas si c'est encore un projet politique. Ceci dit, le directeur du budget a fait une intervention rapportée par l'APS au mois de janvier, où ça semble, en tout cas d'un point de vue, les fonctionnaires sont en train de travailler. Est-ce qu'après la décision politique sera prise ou pas? Je ne le sais pas, on le saura, mais manifestement, les fonctionnaires de différents ministères travaillent et avancent. Alors, on va prendre cette problématique par le bout, le bout qui fait qu'aujourd'hui, elle soit redevenue centrale. En moyenne, si on envoie les chiffres de Nebni, je pense aussi dans vos papiers, professeur Nour Meddahi et Raouf Bouskine, on est autour entre 12 et 14% de subventions versus PIB. Les dépenses de soutien au prix et des transferts sociaux sont à peu près entre 12 et 14% sur la période des années, on va dire, de 2012 à 2019, on va enlever la période du Covid. Est-ce que c'est vraiment élevé pour un pays qui a les revenus de l'Algérie? Est-ce que c'est comparativement aux autres pays? Donc, Raouf et moi, on a très peu parlé de ça. On a repris quelques chiffres. Nebni a fait beaucoup de travail, en particulier un travail remarquable il y a quelques années. Est-ce que c'est élevé? Si on compare par rapport à d'autres pays, oui. C'est clairement élevé. Je n'ai pas, si vous voulez, de mémoire, si on prend nos voisins, c'est de l'ordre de 2% du PIB, alors que comme vous dites, nous, on est plutôt de l'ordre proche de 14%. Donc le montant est élevé, et ensuite se pose la question, est-ce que c'est pertinent? Et là, il faut rentrer évidemment dans la composition de ces aides pour en parler. Nour Meddahi, on comprend bien que le gouvernement, s'il veut s'attaquer à ce chantier
subventions, c'est pas sous l'angle de savoir si c'est pertinent ou pas de rester dans la subvention universelle. Je pense que ça a toujours été une sorte de doxa de la politique publique en Algérie, quels que soient les gouvernements et les périodes. C'est parce qu'on n'a plus les moyens de financer ce système. Ce n'est pas parce qu'il est pertinent ou pas. C'est un système de redistribution de la rente qui peut se justifier aussi. Il a des arguments pour être défendu. Aujourd'hui, c'est le financement de ce système qui pose problème. Et il posait déjà problème au temps de la task force, au moment où le déficit était déjà budgétaire, j'entends, de 17% sur 1 ou 2 années. Et il était question déjà de réformer le système de subvention et ça n'a pas été fait à ce moment-là. Alors, c'est clair que même si le sujet est dans les tuyaux depuis une petite dizaine d'années, c'est la baisse des ressources qui mettent la pression sur le gouvernement. Mais je sais de première main que, vous savez, il y a eu une grande réforme fiscale faite en 1977 par Ben Yahya Allah yarhamou. Et donc, en 78, Boumediene parlait quand même d'une politique de vrai prix. 1978, c'est la seule année depuis le recouvrement, au moins depuis 1965, où les recettes ordinaires, c'est-à-dire hors pétrole, ont pu couvrir les dépenses budgétaires. Donc, il y a eu... les dépenses budgétaires ou les dépenses de fonctionnement? Non, pas seulement fonctionnement, incluant l'équipement, ou peut-être que le fonctionnement, pardon. À mon avis, c'est le fonctionnement, c'est ça. Oui, tu as raison. Il faudrait que je vérifie. Oui. Mais c'est juste pour dire qu'il y a eu d'autres phases de notre de gouvernement où ils avaient cette problématique. Et à l'époque, c'était clairement de l'efficacité, c'était de dire les ressources, il faut les mettre pour le développement. Et donc, je reviens maintenant. Donc, je pense qu'effectivement, le déficit est une vraie question. Mais il y a une autre question, c'est un peu la baisse de nos exportations. Et on pourrait se dire, peut-être qu'on consomme trop, en particulier l'énergie, on va en parler. Et du coup, on pourrait dire qu'augmenter les prix, ça va économiser de l'énergie, du gaz, du pétrole, qu'on va pouvoir exporter pour avoir des devises et financer notre développement. Alors, Norm Dahi, tu es en train de nous donner une indication sur la catégorie de subventions qui pourrait être la première ciblée par la réforme. Et quand on regarde donc les subventions, où est-ce qu'elles vont et qu'est-ce qu'elles représentent, effectivement, le tableau que tu nous as fait en préparation de cette émission montre que ce sont les subventions implicites qui vont aux produits énergétiques qui sont les plus importantes. Elles représentent 6,4% du PIB versus l'habitat 1,8, le soutien aux familles 2,25, les retraites 1,45, la santé 1,7, les moudjahidines encore quand même 1,1% du PIB. Le total de toutes ces subventions, y compris les transferts sociaux d'ailleurs, font 8,4. Donc, et on a dans la colonne d'à côté 6,4 pour l'énergie. Donc, selon toi, ce serait le premier chantier qu'il faut attaquer, celui des subventions implicites aux produits énergétiques. Alors, il faut peut-être, avant j'aimerais éclaircir un peu plus ces chiffres-là. Effectivement, les chiffres que tu as donnés sont à peu près ceux que j'ai pu trouver en prenant un peu l'information qu'on a. Il y a la catégorie des transferts sociaux que tu as donné de 8,4%. Ça, c'est un transfert social dans le budget de l'État. Et en particulier, il y a
dans le soutien aux familles que tu as décrit, il y a 1% du PIB qui va pour soutenir le lait, les céréales, les huiles et le sucre. Mais ça, c'est vraiment budgétisé. Ensuite, il y a les subventions dont j'ai parlé de l'énergie de 6,4%. Ça, elles sont implicites. Alors, il faut que j'explique quelle est pourquoi elles sont implicites. Sonatrach et les partenaires de Sonatrach, ils vont chercher du pétrole et du gaz, ils vont l'extraire. Et bon, il y a un coût à ça. Ça coûte peut-être, je vais prendre un chiffre, $7 le baril. Ensuite, avec ce pétrole ou ce gaz, il peut être exporté, une bonne partie exportée, et elle est vendue au prix du marché international. Parfois c'est $50 quand le prix est bas. Actuellement, le prix est élevé, c'est $90. Et donc la différence entre 7 et 90, c'est ce qu'on appelle la rente. C'est-à-dire, c'est la différence entre le prix de marché et le prix de revient, le coût de revient. Quand Sonatrach vend du gaz à Sonelgaz pour qu'elle produise de l'électricité, elle ne le vend pas au prix de marché. Elle le vend au coût. Et donc, certains disent c'est normal, Sonatrach doit le vendre au prix au coût. D'autres disent non, elle doit le vendre au prix du marché. Les économistes appellent ça le coût d'opportunité. C'est-à-dire, certes, je peux effectivement dire que je vais vendre à Sonatrach, à Sonelgaz ou à quelqu'un d'autre au prix du coût, mais je perds une opportunité de le vendre sur le marché. Et donc, ce qu'il faut, c'est plutôt prendre le prix de marché. Si on prend le prix de marché pour le gaz, pour le pétrole, c'est ça les subventions implicites. Elles ne sont pas budgétisées, mais si on le vendait au prix normal, on est en train de renoncer fondamentalement à ces fonds. Alors, 6,4% du PIB, c'est à peu près 12 milliards de dollars. On peut faire beaucoup de choses avec 12 milliards de dollars. Oui. En même temps, on comprend bien que la solution, ça peut être qu'un compromis, parce qu'on n'imagine pas Sonatrach et l'utilisateur final, que ce soit à la pompe, que ce soit en allumant sa lampe, payer au prix international. On voit ce qui se passe en ce moment en Europe avec la hausse des prix de l'électricité. C'est pas envisageable en Algérie. Donc il y a en fait, maintenant, oui. Il y a une marge de manœuvre. Effectivement. Non, bien sûr. Non, ça c'est, si vous voulez, ça donne, voilà, les marges de manœuvre. Et ensuite, le rôle du politique, c'est de décider où couper. Donc, est-ce qu'il faut aller, est-ce que c'est parce qu'on parle beaucoup de lait, de céréales, d'huile et de sucre. C'est 1%, ce n'est pas rien. Hein. Il n'y a jamais de petites économies. En plus, on peut dire aussi que peut-être qu'il y a certains parlent du gâchis. On sait que par tête d'habitant, l'Algérie est l'un des plus grands consommateurs de blé. Est-ce que c'est normal? On peut se poser la question. Mais il y a aussi d'autres postes, clairement, qui on pourrait se dire peut-être que c'est beaucoup. Là, vous avez parlé des retraites, 1,45. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est, par exemple, il y a les retraites, les plus faibles retraites, ceux qui n'ont pas travaillé beaucoup, tout ça, ils ont des retraites très faibles, et donc l'État complète. À mon avis, c'est de l'ordre de 0,2% de PIB, 0,3%, mais le reste, ben, c'est la retraite des hauts cadres. Vous savez qu'ils ont un fonds spécial, il est financé par le budget. On en parle très peu, mais c'est la réalité. Donc, après, il y a l'énergie. L'énergie, comme vous dites, c'est beaucoup, c'est 6,4, et on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas le crédit? Je reviens une seconde sur le fonds spécial des cadres. Il représente quoi exactement? Oui.
si on devait le Ce qu'il réduire. représente, j'ai pas compris ta Si question. on devait réduire, faire une coupe dans ce fonds, ça permettrait d'économiser quoi exactement? Enfin, il coûte 1, je pense que ce fonds Parce coûte qu'on est à au 1,45. budget à peu près En fait, j'en parle, 1,2 non, j'en parle parce 1,2 que J'en parle parce que il y a, en Algérie, souvent on entend les gens dire le salaire des députés, le salaire des sénateurs. Bon, nous, journalistes économiques, on leur dit c'est pas grand-chose. Et à la limite, il vaut mieux avoir un député qui est bien payé pour éviter qu'il soit soumis à la corruption, etc. C'est marginal. Ce fonds-là, par contre, c'est plus important et dans le 1,45, il représente quelque chose d'important. Oui, je pense que ce fonds représente à peu près 1,2% du PIB. Donc c'est beaucoup. Et donc l'idée, c'est que un ancien Premier ministre, Ghazali, il a dit qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui avaient droit à ce fonds. En gros, quelqu'un qui a été député il y a 30 ans, il a fait, je crois, 1 ou 2 mandats, et ben sa retraite, c'est le salaire du député d'aujourd'hui. D'accord. Pareil pour le ministre, pareil pour le secrétaire général de la mairie, pareil pour D'accord. une grande catégorie de hauts fonctionnaires. Et on arrive à plus de 100 000 personnes. Très bien. Et donc, il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour ne pas les... Voilà. Mais ça rentre dans la discussion des retraites. Vous savez, les Exactement. retraites, on parle là, l'émission, c'est en partie sur les subventions, mais je vous ai Alors, toujours dit, il y a une partie... pardon, la réforme la plus importante, ça sera les retraites et non pas les subventions. Je continue de le penser. Très bien. Très bien. Le message est bien passé. Alors, en ce moment, ce débat sur les subventions est arrivé au moment où le système tel qu'il existe en ce moment, des subventions, a du mal à couvrir le coût de la production du lait, des céréales. Les boulangers considèrent qu'ils n'arrivent plus, avec une baguette à 10 dinars, à couvrir leurs charges. Et donc, même la subvention ne permet plus de les soutenir. L'huile, bien sûr, tout le monde en parle. Est-ce que, de ce point de vue-là, quel impact ça peut avoir sur la volonté de réformer le système des subventions? Le fait que le soutien au prix de ces produits-là soit déjà aujourd'hui déséquilibré. Ça peut avoir un effet d'accélérateur, ça peut avoir un effet de ralentisseur ou quoi exactement? Norm Dahi. Alors, là, les produits que vous avez pris, en particulier le pain et le lait, le plus grand problème, c'est que leurs prix n'ont pas changé depuis une éternité. Pour le pain, depuis plus de 20 ans. Et donc, alors on aurait pu imaginer des hausses annuelles, graduelles, pas élevées, et on n'en serait pas là. Comme les prix ont été bloqués pendant très longtemps, maintenant, ce qu'on observe, si on prend les boulangeries, on a des boulangeries qui ferment. Donc, c'est un vrai problème. Maintenant, et là, la discussion actuellement est très tendue parce qu'ils n'en peuvent plus. Même avant, certains ont pu s'en sortir en faisant un peu le pain amélioré, c'est-à-dire pour contourner les contraintes de prix, mais même faire du pain amélioré ne leur permet plus de payer les factures. Donc, effectivement, il va falloir trouver une solution, soit augmenter la subvention, mais là, on pourrait se dire, il y a deux messages, deux possibles réponses. On ne peut pas. Ou bien on peut se dire, bon, après tout, 1% de PIB, c'est pas énorme. On va pouvoir augmenter peut-être à 1,2 ou 1,3 ou 1,5, mais on va enlever ailleurs. Ce qui manque beaucoup dans tout le débat sur les subventions, et même c'était le cas aussi dans le rapport de Nebni, c'est pourquoi faire. C'est bien beau de dire on va réduire, mais
si vous n'expliquez pas qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là, ça sera difficile d'avoir l'adhésion des citoyens. Et Parce que l'explication? comment? L'explication, on a commencé à la donner. Pour les produits énergétiques, c'est le coût d'opportunité. Ça va nous permettre d'exporter un peu plus de gaz et de pétrole, éventuellement. Pour les céréales, c'est aussi une économie d'importation. On importera peut-être moins de blé dur, et ainsi de suite. Je pense que l'explication, elle est assez facile mais elle n'est pas à développer. Ok. Alors, allons plus loin. Si vous voulez, les subventions, fondamentalement, on peut se dire c'est de l'argent que l'État donne aux citoyens à travers la consommation. Du coup, on peut dire que c'est un impôt négatif. C'est-à-dire les impôts d'habitude, c'est l'État qui collecte de l'argent, mais l'impôt négatif, c'est l'État qui donne de l'argent. Là, il le donne à travers les produits. Si maintenant on dit il va réduire les subventions, ça veut dire qu'il va augmenter les impôts. S'il augmente les impôts, ben, il faut être un peu plus transparent sur ce qu'on va en faire parce que là, quand on va économiser, on va prendre l'exemple, on va exporter plus de, de gaz et de pétrole. Oui, mais on peut aussi se dire, OK, vous allez exporter plus, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Parce que augmenter les impôts, ça nous ramène à dire, OK, regardons les autres impôts. Et comme ça, on va comprendre quand même les ordres de grandeur d'un ajustement des subventions. Donc, si on regarde les recettes fiscales, donc les recettes fiscales, je ne parle pas de pétrole, je ne parle pas des dividendes de la Banque d'Algérie. En termes de PIB, c'est 13,5%. C'est faible. C'est bon, c'est faible. Mais l'IRG, si on prend l'IRG, c'est 4%. Si on prend l'IRG sur les salaires globalement, c'est 4%. L'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est 2%. Donc, prenons l'IRG, 4%. Vous voyez bien, si vous faites baisser les subventions d'1%, c'est comme si vous augmentez l'IRG à 5%. Oui, C'est à ça qu'il faut comparer. exactement. C'est comme si... Et là, c'est beaucoup parce que c'est d'une part augmenter les impôts de 20% des gens, l'IRG. S'il passe de 4 à 5%, vous l'avez augmenté de 20%. Et en plus, beaucoup de gens ne payent pas l'IRG parce que soit ils ont des revenus trop faibles, soit parce qu'ils sont dans l'informel. Et donc, il va être concentré sur des personnes particulières. Alors, les subventions, si vous les augmentez, sans compensation, vous allez les concentrer évidemment sur les plus... Les subventions, si vous les baissez sans compensation. Pardon. Si vous les baissez, pardon. Si vous les baissez sans compensation, vous allez les concentrer sur ceux qui les consomment. Et donc le lait et le pain, c'est les plus démunis. Enfin, tout le monde en consomme, mais quand on regarde les études de l'ONS, la part évidemment de consommation de ces produits-là dans leur consommation globale, les parts les plus élevées sont ceux qui ont les revenus les plus faibles. Par contre, quand on regarde l'énergie, c'est plutôt ceux qui ont les revenus les plus élevés. Et donc, c'est pour ça que quand on dit que si on baisse les subventions, il va falloir faire de la compensation monétaire, c'est-à-dire donner de l'argent directement. L'idée, c'est de le donner aux gens qui ont les revenus les plus faibles. D'où les études statistiques et tout ça. Mais évidemment, avec l'informel, comme l'informel a une partie importante, c'est ce qui retarde un peu la mise en application de la compensation. Retarde un peu ou menace de la faire avorter. Peut-être, voilà. Par contre, pour l'énergie, c'est quand même différent. C'est-à-dire que sur l'énergie, c'est quoi? C'est l'essence, l'électricité et de manière indirecte l'eau. Parce que l'eau, dans certains endroits, il y a pas mal d'eau qui passe par... c'est de l'eau dessalée. Mais oublions l'eau dessalée.
le pétrole, enfin l'essence et l'électricité, quand même, vous savez, hein, sur l'électricité, les gens, les entreprises, ils ont des compteurs, hein. Et donc, c'est beaucoup plus facile à mettre en place si on a envie de le faire. Je vais aller plus loin. Sur l'électricité, il y a des tranches, évidemment, des tranches dans la tarification. 50% des ménages sont uniquement sur la première et la deuxième tranche. Donc, on pourrait très bien augmenter le prix, le coût de l'électricité pour la troisième tranche, alors que les plus modestes ne seront pas touchés. Donc, on a des moyens de faire avant de rentrer dans le détail de ces analyses un peu compliquées et qui concerneront que 1% des subventions, alors que là, je parle d'un morceau beaucoup plus élevé. Les lois de finances 2016-2017 avaient augmenté le prix du gaz, de l'électricité, le prix de l'essence, hein. Et bon, évidemment, du coup, il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Mais ça a été fait. Alors, dernière question sur ce dossier des subventions. On a parlé des difficultés de déploiement, de difficultés de ciblage pour bien cadrer les cibles, les familles qui auront besoin des aides directes. Et on sait que ça a un coût parce qu'il faut déployer des moyens administratifs, un suivi. Et face à cela, il y a cette proposition qui est montée dans le débat à l'international, y compris dans les campagnes électorales. C'est la proposition de abandonner le ciblage et d'aller directement vers un revenu universel. Tout le monde a droit, de manière déclarative et sans contrôle a priori, d'accéder à, juste du fait d'être algérien, d'avoir une carte d'identité algérienne, à un revenu mensuel qu'il faut évoluer. Je crois que dans l'étude de Denbly, c'était 6 000 dinars à l'époque, il faudrait peut-être mettre à jour aujourd'hui. Est-ce que la piste du revenu universel est une piste qui peut tenir la route comme moyen de sortie de la subvention qui arrose tout le monde, même ceux qui n'en ont pas besoin, pour aller vers un système peut-être plus équilibré et plus juste finalement? Alors, c'est clair que c'est un système très simple. Mais la simplicité ne veut pas forcément dire que c'est la bonne chose à faire. Donner de l'argent, c'est encore un impôt négatif. En fait, en 2017, quand j'avais organisé le congrès de l'Econometric Society, vous aviez, Jean Tirole était venu et vous lui avez fait une interview, vous lui avez posé la question sur ce revenu universel et vous avez répondu « je ne sais pas ». Pourquoi il avait dit ça? Parce que c'est un impôt négatif et donc vous allez donner l'impôt, mais du coup, ça dépend de l'autre structure des impôts. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui échappent à l'impôt et d'autres qui n'échappent pas. Donc, pourquoi donner, je vais être plus explicite. Prenez quelqu'un, un haut fonctionnaire ou un haut cadre qui gagne 150 000 dinars un ménage au total 150 000 dinars. Pourquoi est-ce que vous allez donner le même montant à un ménage qui a 150 000 dinars de revenus alors que le même qu'un ménage qui a, disons, 50 000? Ce n'est pas juste. Et donc, on revient à la question de l'impôt. Nebni avait fait une autre proposition. Dans leur rapport, ils avaient fait deux propositions. L'autre proposition, c'était plutôt de définir une catégorie de gens qui vont avoir droit à des aides directes, définir les montants, et que ce soit un système déclaratif qui va être vérifié plus ensuite. C'est évidemment, il peut y avoir de la triche, mais s'il n'y a pas de triche, c'est un système plus juste que le revenu universel et probablement moins coûteux. Et c'est clairement ce qui a le plan du gouvernement, c'est plutôt de suivre ça.
quand on lit les déclarations et tout ça, ce n'est pas le RU, c'est plutôt un système déclaratif et ensuite des révisions, des contrôles plus tard. A posteriori. Après, a posteriori, exactement. Déjà. Et dans le rapport de Nebniet, quand on lisait, on voyait bien qu'il y avait des tensions entre les deux. Il y avait clairement des gens en faveur Oui, de ça c'est l'un. Et l'avantage d'un think tank citoyen où tous les points de vue sont exposés. Effectivement, il y avait cette deuxième proposition qui est plus proche du ciblage, mais qui avait l'avantage d'être plus souple avec un système déclaratif, avec le contrôle a posteriori. mais on pourrait être un peu créatif, pardon, Hassan, Bien sûr. sur l'universalité. On pourrait dire, par exemple, tous les enfants ont droit à 1 litre de lait. Je vais prendre l'exemple du lait. Et enfin, toutes les personnes moins de 18 ans ont le droit à 1 litre de lait par jour et qu'on va subventionner. Il y a un système très efficace pour ça, c'est les allocations familiales. Vous pourrez très bien dire, ben, dans l'allocation familiale, on va rajouter une subvention pour le lait, on va rajouter une subvention pour le sucre, pour le pain. C'est déjà un bon début. 0,2%, je regarde les chiffres de Norm Dahi, 0,2% du PIB, Ah les oui. allocations Ah oui, familiales. c'est trop faible. Elles n'ont pas bougé depuis 20 ans, ce qui est un vrai scandale. L'inflation, elle a été sur les 20 dernières années de plus de 120%, 110%. Mais les allocations familiales n'ont pas bougé. Voilà, ça pourrait On être voit un les canal évolutions. effectivement de diffusion, de redistribution des aides directes. Après, il doit y avoir sûrement plusieurs canaux, hein. Il faut être créatif. Et puis, le système algérien, quand même, des données, il ne faut pas le comparer par rapport à des pays où ils n'ont pas beaucoup de statistiques. Je, je- 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 je sais que, par exemple, ils ont des statistiques, enfin, ils ont les coordonnées de plus de 35 millions de personnes au niveau des caisses sociales algériennes. Donc, Oui, il y a beaucoup d'informations. l'information. Très bien, alors on approche de la fin de cette émission, on va pas pouvoir développer autant que pour les subventions le deuxième point qu'on souhaitait évoquer ensemble, Norm Dahi, on va en dire un mot. Alors, l'inflation, c'est le grand thème de l'année 2022 en Europe déjà. Les taux directeurs des banquiers centraux, des banques centrales vont remonter. Ça débutera au mois de mars aux États-Unis probablement. La BCE va pas tarder à suivre. En Algérie, on a plus ou moins admis le fait qu'une grosse partie de l'inflation qu'on a connue en 2021 était d'origine importée. Aujourd'hui, la question se pose quand même sur la poursuite de la tension inflationniste. Bon, officiellement, c'est 6,5%, mais on peut imaginer que c'est bien au-delà. Alors, des voix disent qu'on est en train de finir par payer les 6 500 milliards de dinars de financement non conventionnel émis en 2018, qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir d'effet à moyen long terme. Et que donc la politique de financement monétaire des déficits budgétaires a finalement atteint ces dernières, a fini par produire une tension inflationniste. Je sais que sur ce plateau, professeur Raouf Bouskine avait démenti cela. Est-ce que ça reste encore vrai Est-ce que ça va rester encore vrai en 2022, Norm Dahi? Alors, là, pour l'inflation en Algérie, les chiffres ne sont pas communiqués tous les mois, mais quand même le dernier chiffre qui a été communiqué par la Banque d'Algérie parle de 9,2%. C'est pas 6. Oui. Alors maintenant, je vais parler des risques de l'inflation d'origine monétaire, mais j'aimerais quand même rappeler quelques points sur l'inflation. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir de l'inflation dans le cas algérien? Il y a 3 grandes raisons, et c'est vrai pour l'Algérie, mais pour les autres pays aussi. La première raison, c'est l'augmentation des coûts. Les augmentations des coûts de production des choses. Donc, évidemment, dans notre cas, on importe des choses de l'extérieur. Donc, on peut avoir les coûts extérieurs qui vont jouer rôle. Donc, c'est l'inflation importée et la baisse du dinar.
Ensuite, on peut avoir des coûts internes qui vont augmenter. Alors, pourquoi ils vont augmenter? Quand vous augmentez le SNMG, comme ça a été fait en 2021, ben, ça va augmenter le coût. Idem, quand vous augmentez la TVA, comme ça a été fait en 2018, ça augmente les coûts. Et quand vous augmentez l'énergie, comme ça a été fait en 2016 et en 2017, évidemment, ça augmente le coût du transport, plein de choses, et donc les coûts augmentent. Donc la première raison qui va amener à l'augmentation de l'inflation, c'est l'augmentation des coûts. La deuxième raison, c'est l'augmentation de la demande des biens. Typiquement, quand on a une hausse des salaires, comme en 2011, importante, très généralisée, on a eu de l'inflation. Pareil, donc quand vous augmentez le SNMG, ben les gens ont plus de revenus, plus d'argent dans la poche, ben ça crée de l'inflation. Idem, quand vous baissez les impôts, comme ça a été fait pour les plus bas revenus, ça augmente la demande et ça tire l'inflation vers le haut. Ça, c'est la deuxième raison, c'est l'augmentation de la demande. La troisième raison qui crée de l'inflation, c'est la baisse de l'offre. Alors, évidemment, dans le cas algérien, il y a deux raisons importantes pour la baisse de l'offre. C'est les restrictions aux importations. Quand il y en a des biens, on commence à moins prenons l'exemple des voitures, ben, les voitures, elles sont moins, il y en a beaucoup moins d'importées. Et du coup, ben, le prix des voitures a beaucoup augmenté, en particulier l'occasion. Mais ça s'applique à tous les produits. Donc, baisse des restrictions aux importations. Et la deuxième raison, c'est la sécheresse. Quand il y a de la sécheresse, il y a moins de produits agricoles et donc il y a des restrictions sur les produits agricoles. Donc ça, c'est grosso modo les trois raisons. Maintenant, la création monétaire. Il faut voir où est-ce que va la création monétaire là-dedans. La création monétaire de 2017, donc la planche à billets de la période Ouihia, elle est allée pour financer en gros, rembourser d'abord les dettes de certaines sociétés, de Sonelgaz auprès de banques, de Sonatrach auprès de l'État. Ça a servi à payer les retraites. Et d'ailleurs, depuis 2018, quand même la moitié des retraites sont financées par la création monétaire. Et ça a permis de continuer de financer des projets. Donc, elle n'avait pas créé plus de demandes, elle n'a pas augmenté la demande, elle a juste maintenu la demande. Ensuite, on peut regarder, j'avais donné chez vous une interview écrite au moment du départ de l'Arsassi en juin 2016, et j'avais écrit un document en novembre 2017 pour dire que une planche à billets dans les conditions, une création monétaire planche à billets dans les conditions de l'époque n'allait pas créer l'inflation. Et l'argument que j'utilisais, c'était qu'il y avait un grand déficit de la balance des paiements. Et donc, quand il y a un déficit de la balance des paiements, bon, on voit que les réserves de change baissent, mais ça veut dire qu'on détruit aussi des dinars. Et donc, en fait, les dinars qui étaient créés par la planche à billets étaient détruits par le déficit de la balance des paiements. Si vous voulez, l'argument habituel, la planche à billets va créer de l'inflation, c'est un argument de dire la masse monétaire va augmenter. Or, la masse monétaire, pendant longtemps, n'a pas augmenté. Elle s'est remise à augmenter. Comment? Elle s'est remise à augmenter. Est-ce que c'est le fruit? Voilà, je vais y arriver, Arsène. Donc, j'ai regardé à partir d'octobre 2017, donc on sait qu'il y a eu 6500 milliards de dinars qui ont été créés. Et donc, j'ai regardé à partir d'octobre 2017, j'ai regardé l'évolution des réserves de change, je me suis dit à quel moment est-ce qu'on aura eu un déficit de la balance des paiements, c'est-à-dire une baisse des réserves de change équivalente à l'argent qui a été créé. J'ai regardé et en gros, j'arrive à situer octobre-novembre 2020. L'inflation en novembre 2020 était de 2,3%, les chiffres de l'ONS. Alors on peut contester, mais c'est les chiffres de l'ONS. Donc l'inflation
officielle est resté faible juste au niveau de la destruction de la masse monétaire qui a été créée par je vais appeler ça la première vague de la Exactement. création. Mais il y a une deuxième vague. Et c'est de ça que je voulais parler. Alors, j'y arrive. Il y a une deuxième vague qui est sous quelle forme? C'est d'abord la Banque d'Algérie, il y a un article, elle a acheté avec ses fonds propres des bons du Trésor. Selon l'état de compte de la Banque d'Algérie du mois de novembre 2021, elle a acheté pour 520 milliards de dinars. Et ensuite, la Banque d'Algérie a annoncé l'été dernier qu'elle allait faire un refinancement de dettes, ils ont appelé ça syndiquées au niveau des entreprises. Enfin, je vais simplifier, ils ont décidé de créer sur une année 2100 milliards. Alors manifestement, jusqu'à novembre, ils avaient créé 1680, mais bon, prenons le chiffre de 2100. Donc, 2100 milliards plus 520 milliards, on est à 2600 milliards de la deuxième vague de la planche à billets. Est-ce que ceci a une création est-ce que ça a de l'impact sur l'inflation? L'argument que j'avais utilisé, qu'avec un grand déficit de la balance des paiements, il va y avoir beaucoup de destruction de dinars et donc ça n'allait pas jouer, cet argument-là, il ne tient plus. On peut se réjouir de la baisse des importations et du déficit de la balance de paiement. Bon, évidemment, il y a des restrictions sur les importations qui sont inacceptables, sur la santé, enfin bon. Et aussi d'autres qui sont dommageables pour l'économie, mais bon, ça c'est un autre débat. Norm Dahi, est-ce qu'on peut titrer le papier sur Maghreb émergent qui va faire la synthèse de cette partie de notre entretien? Voilà pourquoi la deuxième vague de création monétaire est inflationniste. Je ne vais pas être affirmatif, mais il y a un vrai risque d'inflation. Et d'ailleurs, la Banque d'Algérie, elle a sorti quand même un document, une lettre de conjoncture, où elle a dit que la masse monétaire a beaucoup augmenté depuis un an. Et pourtant, elle était restée relativement stable pendant plusieurs années, mais là, elle est en train d'augmenter. Et je vais aller le plus loin, Ihsan. Dans l'état de compte de la Banque d'Algérie, on voit la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est l'argent qui est en dehors des banques. Il est très élevé. Je vais parler en termes de PIB. Il est de 30, en novembre, il était à 31% du PIB. Quand on regarde les chiffres historiques, il y a eu une année où il était légèrement au-dessus. C'était 31,5%. Ihsan, à ton avis, c'était quelle année? J'imagine une année où le pétrole était très élevé. Non, très bas. Très bas. Il faut Oui, bas, oui, la partie fiduciaire. Allez, je vais pas. 2016. 88. Ah oui, sur les périodes plus anciennes. Plus ancienne, non, je remonte loin. C'est l'année de la Révolution. Et c'est aussi l'année où il y avait eu beaucoup de planches à billets pendant 2 ans. Donc, il y a un vrai risque inflationniste de création monétaire, en plus des autres. Hein, c'est-à-dire que alors, comment on fait? On a besoin comment on fait dans un contexte, on a vu le cadrage de la loi de finances de 2022, le déficit prévisionnel à $50 le baril ou $45 le baril sur l'année. Le déficit budgétaire, il est toujours là, il est même très important. Comment on fait pour financer ce déficit? Même si on a un prix du pétrole qui réellement va être supérieur, on imagine que le FRR va à nouveau être renfloué et va exister, mais comment on fait? Comment on va financer ce déficit? D'abord, les chiffres pour bien... il faut situer, c'est important. Là, la loi de finances 2022, donc, comme tu l'as dit, elle a prévu un baril à $45. Mais les chiffres qui sont annoncés en termes pour les déficits,
pour le budget, c'est 18%. Et pour le solde global du Trésor, c'est 21%. C'est énorme. Alors, c'est énorme, c'est-à-dire c'est monstrueux. C'est pas énorme, c'est monstrueux. Alors, pourquoi le solde global du Trésor est plus élevé? Parce qu'il y a une différence de 3,5%. Parce que je rappelle que la moitié, enfin, le déficit de la Caisse nationale des retraites est financé directement par le Trésor. Bon, on en parle. 21%, c'est énorme. Alors, il y a une embellie du prix du pétrole, très bien. Avec les volumes que l'on exporte, si le prix du baril augmente de 10 $, en gros, on a des recettes pétrolières supérieures de 1,1% de PIB. Donc, supposons qu'il va rester à 90 $. À 1,1%, pour visualiser pour nos amis auditeurs, tu dis que c'est 560 milliards de dinars. Exact, tout à fait. C'est pas Mais je beaucoup, préfère hein. parler en plus. Comment? C'est pas beaucoup parce que quand c'est 560 milliards de dinars pour 10 $ de plus, c'est Ah oui, bien sûr. pas Oui, énorme. C'est pas énorme. non, parce que Les volumes ne sont pas importants. exactement. Parce qu'on consomme beaucoup, ce qui nous ramène au premier débat. Absolument. Mais bon, supposons on a une très bonne embellie et que le prix reste à 90 $. Donc, en gros, ça va ramener 5% de PIB supplémentaire en termes de recettes pétrolières. recettes. Et donc, les déficits seront de 13% pour le budget et de 16% pour le trésor. C'est énorme. Et il va falloir trouver comment le financer. Pour le moment, la seule solution, c'est la création monétaire qui est en train d'être faite. C'est tout. On n'a pas d'autres solutions qui sont faites. Donc, comment faire? Ben, vous savez, hein, quand vous avez un déficit budgétaire, certains disent qu'il faut baisser les dépenses. D'autres disent qu'il faut augmenter les recettes. Et là, c'est les impôts. Baisser les dépenses, c'est-à-dire dépenser moins, soit en équipement, soit en fonctionnement. Ou emprunter. Alors, c'est soit les emprunts, évidemment, c'est soit la création monétaire, et dans la situation actuelle, ou un endettement extérieur. Il n'y a pas d'autre solution. Professeur Mdahi, vous êtes en train de nous dire qu'il faut nous préparer à une longue séquence inflationniste en Algérie. Encore une fois, il y a près de 2 ans, j'ai dit, je ne vois pas comment est-ce que le dollar ne sera pas à 250 dinars sur 3 à 5 ans. 2 années sont passées et on a une embellie du pétrole, c'est très bien. Ça nous donne un peu plus de marge de manœuvre, mais je continue de le penser parce que, si vous voulez, il va y avoir de l'inflation, c'est clair, parce que le dinar va baisser et parce qu'on veut augmenter les prix de l'énergie, voilà, ce qui va créer de l'inflation et qui doit se retrouver dans le dinar. Et donc, c'est pour ça, moi je suis favorable à une dévaluation graduelle, je l'ai toujours dit, mais si vous prenez les organismes internationaux comme le FMI vous dit la chose suivante. Si vous anticipez une baisse de votre monnaie, donc prenons mon exemple. Si moi j'anticipe que le dinar, $1 sera à 250 dinars sur 3 ans, 4 ans, il va vous dire, mais écoutez, il faut le faire immédiatement, brutalement. L'argument des gens comme le FMI, c'est de dire, parce que vous avez besoin d'investissements étrangers, vous avez besoin des IDE, et les IDE, s'ils anticipent une baisse de votre monnaie, ils vont attendre que vous la fassiez. Sinon, ils ne vont pas attendre, parce que sinon, en fait, ça veut dire qu'ils vont perdre de l'argent. Je parle des IDE qui vont faire des choses pour une consommation interne. On va dire les IDE dans le business model et le rapatriement des dividendes. Exactement, exactement. Pour ceux qui font de l'exportation, comme dans le pétrole ou peut-être dans d'autres produits, ce n'est pas un problème. Mais par contre, pour les gens qui vont produire pour la consommation interne, ils vont dire non, je vais attendre, je ne vais pas amener, parce que des IDE, venir amener des dollars
on les transforme aujourd'hui à 160, mais si j'attends 2 ans, ben, ils seront à 250 dinars. Oui. Et donc, probablement, ça va rester un frein à l'attractivité, par ailleurs déjà très faible, des idées en Algérie. Professeur Nour Meddahi, merci beaucoup. On a été très au-delà du temps qu'on s'était fixé au départ parce que c'était excessivement intéressant. On va pouvoir débriefer toutes les recommandations et toutes les analyses de cet entretien. Merci au nom des auditeurs de Radio M pour cette leçon d'économie. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Hassan. Au revoir. Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.